L'audience du 10 juin est maintenant ouverte. Pouvez vous asseoir. Bon matin. Alors, identification des partis. Bonjour. Marie-Claude Sarrazin pour la commission. Bonjour, Monsieur le commissaire. Bonjour, Keith Whitty pour la commission. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur le commissaire. Sébastien Laprise, l'anglo-avocat pour la Société d'assurance automobile du Québec. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur le commissaire. Audrey Gagnon de chez l'anglo-avocat pour la Société également. Bonjour, Monsieur le commissaire. Isabelle Leblanc pour la Société également. Bonjour, Monsieur le commissaire. Jérôme Leclerc, Société d'assurance auto du Québec. Bonjour, Monsieur le commissaire. Tamara Jean-Joseph pour le syndicat de la fonction publique et parapublique et pour le syndicat des professionnels et professionnels du gouvernement du Québec. Bienvenue à la commission. Merci. Bonjour, Monsieur le commissaire. Audrey-Anne Blais pour le procureur général du Québec. Bonjour. Ça va bien? On va vous assermenter, comme ça on va avoir votre nom complet et... Bonjour, vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites, je l'affirme. Je l'affirme, madame. Votre nom et occupation. Je suis Yves Frenette. Je suis à la retraite présentement. Merci. Donc, bonjour, Monsieur Frenette. Bonjour. C'est moi qui pose les questions, mais les réponses sont à l'attention du commissaire. C'est un peu le dialogue. C'est pas naturel. Le triptyque des prochaines heures là, dans lesquelles nous allons travailler. Donc, peut-être pour nous mettre en marche, pouvez-vous quelles études de post-secondaire avez-vous vous réalisées là, qui vous amènent à votre carrière professionnelle? En fait, j'ai un bac en administration à l'Université Laval et j'ai un titre CPA, FCPA, de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. J'ai travaillé avec ce titre-là toute ma carrière, là, 35 ans environ, 35-36 ans. Je suis encore membre, mais retraité. Et j'ai une formation aussi complémentaire, qui n'a pas de diplôme dessus, mais quand même 800 heures en conseil stratégique, là, pour particulièrement les gestions de changement et les problèmes complexes. Et juste pour nous situer dans le temps, avec le projet qui occupe les travaux de la commission, cette formation-là, est-ce qu'elle a été faite après ou avant votre retraite? Elle a été faite parallèlement à la carrière, donc elle était terminée environ en 2012. Là. Okay, parfait. Et parlez-nous de votre parcours professionnel, s'il vous plaît. En fait, comme tous les CPA, j'ai commencé ma carrière dans un cabinet d'importance au Québec, Raymond Chabot Grant Thornton maintenant. Et par la suite, je suis rentré au vérificateur général du Québec. Donc, j'ai 8 ans, un bloc de 8 ans, là, grosso, en audit. Donc autant financier que de performance, puis à peu près égal vérificateur général et secteur privé. Par la suite, j'ai un bref passage à Revenu Québec, mais j'ai fait mon entrée au ministère des Finances, un bloc de 8 autres années, où j'ai été promu là, assez rapidement en charge des états financiers, des comptes publics de la province de Québec, du Québec. Avec les politiques financières, le déficit zéro de l'époque. Donc, j'ai les régimes de retraite, tous les enjeux de régime de retraite, là, si vous vous souvenez, là, il y avait quand même des enjeux assez importants. Donc, on a réglé ça. Et il y a 2 dossiers sur lesquels j'ai travaillé qui sont en lien. On va dire qu'il y a des liens. C'est qu'on a créé les 2 fiducies d'utilité sociale, CNESST et la Société d'assurance automobile, pour mettre un mur là, entre les sous qui étaient dédiés aux fiducies et les sous qui étaient dédiés au gouvernement. Donc, j'ai participé à ces projets-là de façon intensive là, pour faire arriver les lois d'utilité sociale. Par la suite, j'aurais aimé une réforme comptable aux alentours de 2003. Ça a passé très, très proche. Fait que lorsque le ministère, le gouvernement a pris la décision d'attendre un peu pour la réforme, comprenez, pour un CPA, de ne pas suivre les normes généralement reconnues, ça peut des fois devenir des défis personnels. Donc, j'ai décidé de quitter.
Et je cherchais un emploi et la SAC m'a ouvert une porte. C'est John Arbour là, qui avait eu le mandat de redresser les finances de la Société d'assurance automobile. Parce que quand on a créé les fiducies, il y avait aussi des enjeux importants de performance là, dans ces entreprises-là. Fait que donc, ils m'ont approché pour m'en aller aux opérations en indemnisation et réadaptation. Donc, je change, là, je quitte vraiment mon domaine financier de prédilection et je m'en vais vraiment sur le service à la clientèle. Dans les opérations. Dans les opérations. Puis on va faire une petite pause ici, si vous permettez, avant de plonger à la SAQ. On va juste creuser un petit truc que vous aviez dit, là, pour pas qu'on se laisse sur une note que le gouvernement ne respectait pas les normes comptables en 2002, là. Pouvez-vous juste préciser votre pensée là-dessus? Si je me rappelle bien, c'est à l'époque où les IFRS, là, les normes internationales... En fait, c'est que les gouvernements étaient conformes, c'est qu'on suivait à ce moment-là, les normes comptables étaient décrites dans les lois. Les gouvernements étant souverains, ce qui est tout à fait correct, avaient décrit leurs normes comptables dans les lois et on suivait les lois. Fait que du point de vue légal, il n'y avait aucun souci. Mais du point de vue IFRS international, comme vous dites, c'est là qu'il y avait un écart. Et les gouvernements ont toujours voulu, le plus possible, se tendre vers les IFRS. Et là, c'est là les discussions qu'on a en 2003, 4, 5 là, environ, là, pour être capable de... Mais ils l'ont fait, la réforme. J'aurais dû rester. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ça, parce qu'il y a des normes comptables à suivre. Ils sont écrites dans le manuel de CPA Canada pour les sociétés. Les IFRS, c'est les normes internationales. Au début des années... Vous me permettez, Monsieur le commissaire? Tout à fait. Moi, je pensais à vos lèvres. Au début des années 2000, on décide de s'aligner sur les normes internationales, mais c'est un peu compliqué. Je pense qu'il n'y a pas juste le gouvernement qui s'est posé la question à cette époque-là. Tout le monde se pose la question. Parfait. Et donc, c'est ça que vous voulez dire. Vous auriez aimé ça qu'à ce moment-là, on décide dès maintenant d'adopter les IFRS au gouvernement. Moi j'étais prêt pour ça. Je vous dis qu'on a passé très près. Très, 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 très près. Fait qu'après, j'ai dit, bon, peut-être que je ferais le mur pour d'autres choses. Donc, on referme la porte, il n'y a pas de scandale, le gouvernement n'a pas respecté les normes comptables au début des années 2000. Donc, un point de moins à creuser, M. le commissaire, dans votre enquête. C'est hors mandat. Tout à fait. Donc, voilà. Si on revient à la SAQ, donc la deuxième portion de votre carrière, plus dans les opérations, service à la clientèle, donc vous faites... faisons à haut trait là, votre carrière à la SAQ, à la société. Vous arrivez en 2006 à l'indemnisation, comme vous avez mentionné. Donc, dans quel type de poste? C'est directeur général de l'indemnisation et réadaptation. L'indemne, c'est celui qui fait le chèque au client lorsqu'il est accidenté. La réadaptation, c'est celui qui l'aide à revenir à ses activités normales. Donc, c'était une fusion. C'était pas installé comme ça. Moi, on m'a demandé dans un premier temps d'aller fusionner ces deux grandes directions-là dans une direction générale. Il y a eu d'autres services qui se sont joints à ça. Fait que il y avait à peu près 700 personnes dans la vice-présidence. Là. J'en avais pas loin de 400 sur ma responsabilité dans cette direction générale-là d'opération. Hein. Parfait. Et je comprends que c'est dans cette vice-présidence-là, dans cette division-là de la société que vous accédez au poste de vice-président. C'est bien ça? Effectivement. Après avoir fait le virage à l'indemne et réadaptation, ce que vous avez entendu un petit peu, ligne rouge, ligne verte, vous avez entendu ça dans les témoignages, c'est le service à la clientèle par le risque, c'est-à-dire une clientèle qui n'a pas de soucis. Quelqu'un qui fait un accident qui a juste des lunettes, par exemple, de casser, on va y rembourser ses lunettes. Mais à l'époque, c'est qu'on faisait beaucoup de travaux avant d'y rembourser ses lunettes. Celui, par contre, qui est gravement blessé, on va s'en occuper un peu plus. Fait qu'un coup, j'ai installé ça à la direction générale des services de l'indemne et de réadaptation. Je suis parti vers la direction générale du contentieux et de la révision administrative. Faire un peu la même chose, mais c'était plus petit, puis il y avait moins de choses à régler. Et ensuite, j'ai accédé au poste de vice-président en 2010. Parfait. Et ensuite, vous accédez au poste de vice-président, finances, ressources humaines et performances, si je ne m'abuse. C'est ça. En 2012, j'accède au poste là, que je vais garder jusqu'en mai 2020. Finances. Et là, dans cette vice-présidence-là, principalement, au départ,
c'est d'installer des politiques financières. Parce que la fiducie d'assurance est comme redressée du point de vue de ses opérations. Okay? Donc, on est correct au point de vue de nos opérations, mais il reste quand même toutes les politiques financières pour assurer sa pérennité dans le temps. Donc, on installe les politiques de tarification puis les politiques de capitalisation. Politique de tarif, c'est la tarif d'assurance qui est chargée à tous les citoyens du Québec actuellement, qu'on appelle la contribution d'assurance. Et la politique de capitalisation, c'est celle qui fait la gestion du fonds d'assurance en tant que tel, quand il y a des surplus de capitalisation, comme là, on en a des remboursements sur nos permis, nos immobiliers. L'autre, c'est la tarification. Il faut voir que M. Arbour, à l'époque, dans le plan, on avait augmenté la tarif pour arriver à colmater la brèche. En 2016, on est venu retrancher cette tarif-là. Donc, on est venu l'enlever par la politique de tarif. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est plus des réductions de tarifs, mais c'est des congés de capitalisation. Comme il se fait chez Desjardins ou ailleurs, là, c'est à peu près dans les compagnies d'assurance, c'est un peu le même. Fait que on a installé ces politiques-là. Tout le modèle de performance aussi, la gestion de la performance de la SAC, la gestion des risques, mais les tableaux de bord, etc., corporatifs, toujours corporatifs. On a installé toutes ces fonctions-là dans la bout performance. Et c'est ça, là, à peu près. Là. Parfait. Et donc, en 2020, vous changez de vice-présidence pour accéder à... redonnez-nous le titre exact. Oui, c'est ça. En mai 2020, dans la foulée de la crise de la COVID, on m'a demandé, j'ai accepté d'aller relever la vice-présidence à l'accès sécuritaire au réseau routier. Donc, en pleine tempête, COVID, en mai 2020, fin mai 2020. Parce qu'on avait une crise des services, là. Je ne sais pas si on s'en rappelle. Moi, je m'en rappelle considérant le défi, mais je pense que les Québécois doivent s'en rappeler, où il y avait des files d'attente importantes. C'était dû parce qu'on avait dû fermer nos bureaux au départ de la COVID en mars, là, et les bureaux de la SAC avaient été fermés, et aussi les mesures d'hygiène qui avaient été prises, là, on comprend. Donc, il y avait des embarques dans les centres de services, et le niveau de service avait diminué de façon importante. On m'a demandé d'aller redresser ça, là, de 2020, de mai 2020, on m'avait donné jusqu'en décembre 2020, puis je pense qu'on a réussi à le faire à peu près en mars 2021. Par la suite, on a bâti le modèle d'affaires aussi, par le risque. Ligne rouge, ligne verte, c'est-à-dire le client, ça va être important, je pense, dans le dossier duquel on parle. Pour le client, dans le fond, je pense que M. le commissaire, vous ne devez pas avoir de PDI, vous devez être correct dans vos PDI. Donc, vous, c'est de renouveler votre permis à chaque année. Vous n'êtes pas un client à risque pour la SAC. Votre automobile n'est pas à risque non plus. Donc, on va diminuer aussi nos interventions pour vous. Puis, on veut vous faciliter la vie quand vous avez juste à renouveler. Par rapport à quelqu'un, je vais l'appeler plus malcommode, qui, lui, demande un peu plus d'attention. Lui, on va aller mettre plus d'efforts, ce que nous, on appelle la ligne rouge. Donc, j'installe ça aussi avec l'équipe. Parce que c'est important, dans l'avenue de Casa, Casa va alimenter la ligne verte, va alimenter le sans risque et moins la ligne rouge. Fait qu'on installe ça aussi. Parfait. PDI, point d'inaptitude? Le PDI, c'est ça qui alimente. Non, c'est juste pour définir PDI, parce que vous avez utilisé un acronyme. OK, excusez-moi. Puis on essaie de les définir. Point d'inaptitude, oui. Parfait. Très bien. Et vous quittez la SAQ en 2022, c'est bien ça? En juin 2022. Moi, M. Marcellet rentre en poste en janvier 2022. Dès ma première rencontre avec lui, moi j'avais prévu prendre ma retraite en juin 2022. Les discussions qu'on a avec lui, dans le fond, c'est qu'il me demande quand même, c'est correct que je vais prendre ma retraite en 2022, dans le sens que je suis retiré de ma vice-présidence de vice-président. C'est Jean-Philippe Mackenzie qui va prendre ma place à partir de juin 2022. Mais Denis Marcellet me demande de rester comme conseil jusqu'en décembre 2022. Toutefois, je prends une pause, là. Les 6 mois, dans le fond, je n'ai pas été là tout le temps parce que j'étais en réduction. Donc, j'ai pris une grande pause l'été de 3 mois et je suis revenu à l'automne quelques mois faire quelques mandats. Merci.
Donc, si on revient à votre poste de vice-président, finances, ressources humaines et à la performance, quelles étaient vos grandes responsabilités à ce titre-là? En fait, les ressources humaines. Donc, il y avait une direction générale des ressources humaines, tout ce que ça comporte, le volet ressources humaines. Il y avait une direction générale, qu'on peut l'appeler de l'administration et de la gestion contractuelle, dans lequel le rôle de RAC va s'installer là, tranquillement, parce qu'on comprend, 2012-13, ça évolue beaucoup, là, le rôle de RAC. Et même, on va le sortir à un moment donné. On va comme l'isoler de l'administration. Après ça, tu as la direction générale des finances en tant que telle, laquelle regroupe des comptables, oui, mais regroupe dans une compagnie d'assurance les actuaires. C'est très important comme rôle. Donc, ils vont être fusionnés des bouts, mais ils vont être séparés aussi des bouts comme direction générale. Et la direction générale de la performance en tant que telle, qui fait la planification stratégique, qui fait les indicateurs de performance, etc. Parfait. C'est environ 350 personnes. 350 personnes. La vice-présidence au complet. Oui. Parfait. Si on prend vos responsabilités là, quant à la gestion contractuelle, je comprends là, que le rôle de RORC, responsable de l'observation des règles contractuelles, est créé en 2012 par une modification à la loi sur les contrats avec les organismes publics, qu'on appelle communément la LCOP. Et donc, le responsable de l'observation des règles contractuelles là, a 5 mandats qui lui sont définis dans la loi, de veiller à l'application des règles contractuelles prévues à la loi et ses règlements, ses politiques et directives, de conseiller le dirigeant de l'organisme et de lui formuler des recommandations ou des avis, de veiller à la mise en place de mesures au sein de l'organisation afin de voir à l'intégrité des processus internes, s'assurer de la qualité du personnel et d'exercer toute autre fonction. Donc, ça, c'est la modification à la loi. Donc, est-ce que vous êtes nommé dès 2012 RORC pour la société? De mémoire, non. Je suis nommé lors de du deuxième volet là, de 2014 ou 15, là, lorsque ça devient obligatoire qu'il relève du PDG. En fait, à un moment donné, les lois ont été changées en 14-15 pour que le RAC ou le ROC relève du plus haut dirigeant. Et c'est à ce moment-là que je suis nommé. Avant ça, c'est comme c'est pris dans les opérations là, des directions générales. C'est ça. Donc, c'est ça, en 2016, il y a une politique qui est adoptée par le Conseil du Trésor. C'est le document numéro 28. Est-ce que c'est possible de nommer le document? Oui, qui est... Est-ce qu'on n'a pas le numéro 28? Là? Remarquez que vous référez à la directive? Puis moi, j'ai plus le titre original du document parce que ça a été modifié dans mon fichier. C'est le décret, c'est le CT du 14 juin 2016 qui met en place la politique. Puis à la pause, mettre la prise, là, on va s'assurer de faire une petite table de concordance rapide. Désolé Donc, on dépose la politique. Attendez, vous dites 14 juin. Moi, j'ai 14 juin 2017. Vous dites 2013? 16. 16. OK. C'est le CT 216-500. Exact. Et donc, ça serait la cote, Madame la greffière, 42 P248. Exactement. Parfait, merci. Donc, dans cette politique-là, on ne va pas s'y attarder trop longtemps. Là, moi, j'avais des surlignements, mais je ne les ai plus. Donc, effectivement, comme vous dites, dans cette politique-là, je cherche la référence, on dit que le ROC doit relever du plus haut dirigeant. Attendez-moi juste un instant.
Donc, ce que je comprends, c'est que vous avez été nommé ROC en 2016, Ouais, c'est ça. Le premier ROC, oui. premier ROC, qui dépend directement de Mme Tremblay. De Mme Tremblay, puis c'est là qu'il crée aussi la table là, au Trésor là, des ROC, Oui. Parfait. où on rencontre les responsables de contrat, Mme Blackburn à l'époque. Puis Julie Blackburn, qui est Et donc, à ce secrétaire moment-là, dès 2016, vous avez une équipe Ouais. qui observe la Oui. gestion contractuelle. Oui, on se structure adéquatement, là, oui. Avec direction générale de mémoire, les directions de conformité. On met le mot conformité en gestion contractuelle, etc. Là. OK. Puis, grosso modo, le rôle dans l'organisation de cette direction-là, Ben, c'est quoi? Je vous dirais que notre levier, là, au départ, c'est qu'il y a eu un mandat de la direction de la vérification interne. Et on a mis en place 34 mesures, je crois. Des mesures qu'on a prises. Fait qu'on a mis des mesures en place, puis c'est comme ça qu'on rentre, là, dans le fond, en termes de rôle du ROC, par les 34 mesures d'amélioration. Au fil de l'eau, on installe aussi un plan de contrôle annuel et une reddition de compte là, par tableau de bord sur les éléments qui sont importants à suivre. Et il y a des indicateurs vert, rouge, jaune. C'est-à-dire vert, on est dans une zone de confort. Jaune, c'est à améliorer avec des plans d'action. Puis rouge, c'est un redressement à effectuer. Fait c'est comme ça qu'on s'installe là, dans la fonction. Puis en 2019, RORC devient RARC, le responsable de l'application des règles contractuelles. Voilà. C'est quoi la différence entre les deux dans vos mots? Ou en tout cas, comment vous percevez la modification dans votre rôle? Et je vous dirais, on avait déjà pas mal pris d'avance. Je veux dire, on avait pris de l'avance dans le mot application, je pense, plus qu'observation. Donc, observation, c'était un observateur, tu fais des commentaires. Application, ben, tu y vas plus en conseil là, auprès de la haute direction. Donc, il y a des nuances. On a eu quelques rencontres aussi avec le secrétaire général là-dessus. Je vous dirais que du point de vue du central, le mouvement était déjà entamé. Il n'y a pas eu de changement majeur là, de posture là, avec les grands organismes. Parfait. C'était déjà fait. Comme dans votre vice-présidence, quel est le rôle qui vous est dévolu quant à la reddition de compte gouvernementale d'un point de vue budgétaire? Hein, on a parlé jusqu'à maintenant du coffre au trésor, là. Mais des coffres qui est un acronyme. Donc, vous faites une reddition de compte au Conseil du Trésor. Donc, c'est quoi votre rôle par rapport à ça? Puis quel genre de reddition de compte doit faire la Société d'assurance automobile au Trésor à ce C'est moment-là? important de comprendre qu'au départ, la Société d'assurance automobile, c'est deux entités. Donc, la fiducie d'assurance et la Société d'assurance automobile, qu'on appelle mandataire. La fiducie d'assurance n'a pas d'interaction avec le gouvernement en tant que tel. Okay? Elle est autonome, donc complètement. C'est son conseil d'administration qui en assure le suivi. Au niveau de la Société d'assurance automobile, la portion mandataire, pourquoi on l'appelle mandataire? Le mot, c'est qu'elle est mandataire de percevoir des sommes pour le gouvernement du Québec, les droits de circuler, pour la SAC, les contributions d'assurance. Et elle a des frais d'administration aussi à percevoir pour s'administrer. Donc, l'objectif de cette petite compagnie-là, ou que cette petite société-là, parce qu'elle est petite dans le sens que l'objectif, c'est qu'elle ne fait ni profit ni perte. Et c'est un fonds comme de transition, on va dire. Donc, et cette SAC-là est consolidée, elle, contrairement à l'autre qui a beaucoup d'autonomie, celle-là est consolidée ligne par ligne dans les états financiers du gouvernement du Québec. Donc, le gouvernement en assure un contrôle complet, comme tout organisme d'État. Ce que ça veut dire, les effectifs sont placés dans la SAC. Donc, comme les effectifs sont complètement autorisés et gérés par le Conseil du Trésor. Ou les ETC, c'est ça? Les ETC, oui.
on peut comprendre que les sociétés parce que la fiducie est placée dans une sont tous les deux placés dans la société d'État, mais les sociétés d'État comme Hydro-Québec, à l'époque, les ETC ne sont pas fixés par le Trésor. Nous, on reste toujours sous la responsabilité du Conseil du Trésor au niveau de la Société d'assurance automobile. Au niveau des coffres, bien, comme toutes les autres, il faut fournir les coffres pour la portion SAC mandataire, mais considérant que la SAC mandataire a des revenus autonomes, on comprend à ce moment-là que ce n'est pas comme un ministère qui a des crédits budgétaires. Donc, on va toujours dire qu'elle est sans crédit budgétaire. Parce qu'elle perçoit Exact. Ouais. une cote sur ce qu'elle remet au gouvernement. Les frais d'administration. C'est les frais d'administration. Elle se finance avec ça. Ouais. Il y a une exception de 2000. Je n'ai pas la date de départ, mais jusqu'à 2012 environ, 2012-13, c'est que le gouvernement, parce qu'elle est en déficit, elle perd 35 millions par année. Alors, le ministère des Finances va octroyer une subvention d'équilibre de 35 millions par année pour l'empêcher de creuser sa dette. Mais à partir du plan d'affaires qu'on a qu'on a mis dans le discours sur le budget 13-14, on a mis des mesures en place et là, le 35 millions, le ministère des Finances arrête de nous le donner. Et nous, on réussit par des gains de productivité à annuler cet écart-là. Donc, mais c'est pour ça que quand on dit sans crédit budgétaire, il y a quand même une exception là, pour les années où ils ont... Plus difficile, oui. Exact. Donc, c'est quoi sur une base annuelle, trimestrielle? Vous faites une reddition de compte au Conseil du Trésor sur la portion budgétaire ligne par ligne? Il y a des demandes annuelles et trimestrielles et semestrielles. Il y a des suivis qui sont faits. Donc, c'est annuel. Ça suit les discours sur le budget, là, sur les crédits. Puis ensuite, il y a des mises à jour qui sont faites, comme les autres organismes d'État. Okay. Puis, pour les effectifs, les équivalents temps complet, les ETC, est-ce que vous faites une reddition de compte aussi au Conseil du Trésor? Oui. Ça, c'est plus suivi que le reste, je vous dirais. Parce que c'est la taille de l'État. C'est la taille de l'État. Et on est suivi, c'est eux qui autorisent la cible d'effectifs à la Société d'assurance automobile. C'est à cette partie, d'ailleurs, des décisions, là, lorsqu'on a fait le plan de redressement. Donc, voulez-vous que je vous explique un petit peu ça, Madame? On va y arriver dans quelques instants. Parfait. Et donc, comme vice-président, juste pour mettre la table, là, dans une société de cette taille-là, comme dans une entreprise, il y a un comité de direction. Vous en faites partie comme vice-président? Oui, parfait. À partir de 2010. Parfait. Qui siège au comité de direction de la société? Tous les vice-présidents, la présidente et chef de la direction, son adjointe et la direction des affaires juridiques qui est là. Un certain temps, on avait aussi la direction des ressources humaines, la direction générale. Moi, j'étais le VP, mais éventuellement, mais la direction générale était là aussi pendant un petit bout, mais elle a été retirée, mais c'est la direction des affaires juridiques qui est restée là. Et c'est quoi le rôle d'un comité de direction, du comité de direction pour lequel vous avez siégé? Je vous dirais aligner, coordonner et donner les ressources d'une façon générale. Ça se rencontre à quelle fréquence? Ça se rencontre aux 2 semaines. Mais ça peut varier d'un PDG à l'autre, mais le rythme, c'est environ aux 2 semaines. OK. Puis c'est quoi les sujets dont on discute? Les sujets, au départ, on va discuter du budget, on va discuter des suivis budgétaires, on va discuter des risques corporatifs au trimestre, on va discuter du suivi de la performance de l'organisation. Quand on parle de suivi de la performance, juste pour les citoyens qui nous écoutent, dans le fond, c'est 4 cadrans. Comment vont nos clients? Comment vont nos employés? Comment vont nos finances? Et comment vont nos processus en général? Fait que dans le fond, c'est 4 cadrans, mais c'est juste de voir comment est-ce qu'ils vont, ces gens. Puis ça nous permet d'orienter aussi les prochains mois. Donc, on fait le suivi de la performance. Les suivis des projets, aussi sont faites là par le budget. Okay? Mais quand on arrive au gros projet CASA, là,
il y a un CD spécial qu'on appelle CD projet. Lui, il ne passe pas par le comité de direction, mais il va passer vraiment par un comité plus élargi qu'on parlera peut-être un peu plus tard. Puis, ouais, on y arrive très prochainement. Mais juste avant, parlez-nous brièvement de la vice-présidence accès sécuritaire au réseau routier. Qu'est-ce que gère cette vice-présidence-là? Bon, elle gère tout le volet permis maths au Québec. C'est une vice-présidence, on l'a pris en COVID, 2000 personnes, 100 gestionnaires, 8000 concessionnaires, 150 points de service. De mémoire, j'y vais, 400 écoles de conduite. C'est immense. C'est immense. Aussi, il y avait tous les systèmes téléphoniques, tout le centre de relations clients au téléphone qui est intégré dans cette vice-présidence-là. Donc, c'est elle qui assure le service, on va dire, du front office, hein, le service de première ligne aux citoyens du Québec. Parfait. Donc, on arrive au plan de pérennité. Exact. Dont vous avez envie de nous parler avec raison. C'est l'objet des travaux de la commission. Donc, c'est quoi au départ le plan de pérennité? Le plan de pérennité au départ, ça le dit un peu, hein, pérennité. On veut pérenniser nos fonctions informatiques. Donc, moi, à l'époque, je suis vice-président au fonds d'assurance. Je n'ai pas de risque à adresser là, spécifiquement au niveau des technologies. Ils ont été changés, les systèmes ont été changés d'une façon plus récente. Par contre, il va y avoir un enjeu de conversion tantôt, mais c'est moins problématique. Au niveau de l'accès au réseau routier, il y a vraiment des enjeux majeurs. On peut regarder le dossier souvent du point de vue technologique, mais on peut le regarder aussi du point de vue du service à la clientèle et de l'employé qui sert ces clients-là. On pourra y revenir. Mais dans le fond, il y a des enjeux technologiques importants. Et M. Michel Léveillé, qui est vice-président à ce moment-là de technologie, adresse la situation et propose un plan de pérennité. Le plan de pérennité qui est par bloc. Différents blocs qui vont venir adresser les situations technologiques, dont un qui est le blocage, qui va adresser des études technologiques des services de support à l'organisation, finances, les achats, etc. Moi, au départ, je suis vice-président à l'indemnisation, au service aux accidentés, ce qui fait que j'ai un intérêt au dossier, mais vous comprendrez que parce que je ne suis pas vraiment en jeu, et en plus, je suis un jeune vice-président, et j'écoute mes collègues plus seniors parler de ce dossier-là. Éventuellement, j'arrive à la vice-présidence aux finances en 2012. Et Michel, son plan est pas mal structuré. Les premières années où il a fait avancer son plan, Michel Léveillé a utilisé sa marge de manœuvre d'effectifs ETC temps complet, de ressources, pour faire avancer le dossier. Il arrive à un moment, là, 12 environ, je vais vous dire 2012, mais c'est dans ce coin-là, où on veut aller vers le Conseil du Trésor pour demander des effectifs additionnels pour être capable de continuer le projet. De mémoire, le dossier est environ 100 pages et on demande 100 effectifs. C'est quasiment un effectif par page. On envoie ça au Conseil du Trésor et c'est Clément Dastou, qui est sous-ministre associé au budget, qui reçoit ça, mais c'est moi qui l'envoie au nom de l'organisation. Et je reçois la réponse, ça n'a pas été tellement long. M. Dastou me demande de mettre des bénéfices. Parce que la seule chose qui est adressée, c'est la désuétude technologique. Il n'y a pas d'analyse de bénéfices dans le dossier. Et le Trésor dit, on va vous donner les effectifs, on va vous les passer, mais à condition que vous mettiez des bénéfices dedans. Et là, la discussion entourant les effectifs, là, c'est là qu'elle commence. Donc, à l'époque, on avait, je vous dirais, on était hors norme du point de vue du Conseil du Trésor, c'est-à-dire qu'on avait une surconsommation d'effectifs. Donc, la SAC, parce que la SAC, bon an, mal an, le volume d'affaires augmente de 2-3 % par année. Le Québec grandit. On a de plus en plus de véhicules.
Donc, contrairement peut-être à d'autres ministères organismes, mais je pense que tout le monde est prêt avec ça aujourd'hui, là, il y a une croissance. OK? Et la croissance, considérant que tu n'as pas de technologie, bien nécessairement, c'est des humains que tu engages pour aller faire la contrepartie. Donc, on est en croissance de ressources et on a un écart par rapport à la cible qui est fixée par le Trésor. Le Trésor nous donne une cible inférieure de mémoire d'environ 500 personnes. Alors là, on discute avec les autorités. Ça a monté au niveau des ministres. Je me rappelle d'avoir eu une rencontre à l'Assemblée nationale avec M. Godreau, le président du Trésor de l'époque. Je ne me rappelle pas de son nom exact. Je vais le retrouver. Qui était avec M. Godreau à l'époque. M. Bédard. Bédard, exactement, M. Bédard. Après ça, avec Yves Ouellette, Mme Tremblay et moi. Et on discute sur mettre à jour la cible. Et on discute du plan d'affaires aussi en même temps. C'est ça. Fait que là, vous êtes en dépassement de 500 ETC, puis vous en demandez 100 de plus. Fait que ça bloque un petit peu. Oui, 500, c'est le total, là. Ah, OK. Avec le 100 de plus que vous demandez. Ça bloque, mais le Conseil du Trésor ajuste la cible à 3300 de mémoire. OK? 3300, c'est un chiffre à retenir. À ce moment-là, il y a le plan qui est mis en place dans le discours sur le budget 2013-2014, le discours de novembre à l'entrée du Parti québécois, où la mesure des gains de productivité est mise en place par la SAC avec la collaboration du gouvernement du Québec. Ça inclut tout ce que je suis en train de vous dire. Et l'objectif, c'est qu'ils vont venir nous aider. Ils vont venir nous aider pour réaliser le plan. Mais la cible de 3300 reste comme un indicateur dans le temps où, oui, on va augmenter pour faire le plan, mais à terme, il faut revenir là. Il faut que ça redescende. Exact. Parfait. Puis, on parle de plan, mais dans les faits, c'est un projet à gérer, là, le plan de pérennité. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça a un comité directeur qui est le pilote. Oui, le comité directeur, la différence, quand on fait, comme on se place en comité directeur par rapport au comité de direction de la SAC, c'est que les chargés de projet rentrent. Donc, les directeurs généraux du projet, les gens de TI, habituellement, rentrent pour faire les différentes redditions de comptes. Là. Puis, donc, ils rentrent en équipe. On n'est pas seul. Quand on va, tantôt à CASA, ça va venir plus gros, je vous en parlerai, là, mais pour le plan de pérennité, là, les directeurs de chez Michel Léveillé rentrent avec lui. Avec lui, puis là, vous suivez le bon déroulement du projet. Exact. Parfait. Comment le plan de pérennité devient CASA? Bien, Michel Léveillé quitte 2013, je crois. C'est sûr que, juste peut-être une chose que je vais dire sur Michel Léveillé, sa mémoire, c'est un homme qui est décédé aujourd'hui, mais c'est pour sa famille. Il n'a pas quitté la SAC parce qu'il ne voulait pas faire le PGI. Là. Il a quitté la SAC parce qu'il voulait aller jouer du piano chez lui. Donc, il y a une grande nuance. Et je vais confirmer aussi, par contre, qu'il n'était pas content d'être obligé de faire le plan d'affaires, autrement dit, les bénéfices. Mais c'était les bénéfices reliés au plan de pérennité en tant que tel. Donc, quand M. Malenfant rentre, parce que là, M. Léveillé s'en va à la retraite, Carl Malenfant rentre à la SAC 2013. Mais peut-être juste avant d'aller là, pourquoi M. Léveillé n'est pas content de devoir établir des bénéfices? Pour lui, l'enjeu, là, c'est la désuétude. C'est la justification, comment on peut dire ça? La fin justifie les moyens, c'est-à-dire que on a je connais pas ça, là. Hein? Je répète ce que M. Léveillé disait, c'est que dans le fond, on est devant un enjeu majeur de technologie. Donc, de venir mettre des bénéfices, hypothèse que les bénéfices disent, ben, c'est pas rentable, mais on n'a pas le choix, on a une désuétude technologique, il faut aller de l'avant. C'est un peu ça son oscillement, on va dire, à M. Léveillé. Okay? Mais on le fait. On s'en va dans un mur, fait qu'on économise ou pas de l'essence en changeant de moteur, c'est pas grave. On est devant un mur. On va éviter le mur. On va éviter le mur. Et il n'y a pas tout à fait de tort, mais on le convainc quand même de faire des bénéfices. Et on l'aide, on le fait ensemble, on fait des bénéfices. OK. Et on fait le plan là, dans le discours sur le budget. OK.
Et donc, Monsieur Malenfant arrive en 2013. C'est là que je vous ai interrompu, je m'excuse. Donc, Monsieur Malenfant arrive en 2013 et c'est à ce moment-là que Plan Pérennité devient CASA. Expliquez-nous. Non, ben en fait, M. Malenfant, lorsqu'il rentre à la SAC, dans un premier temps, il fait comme tout vice-président fait souvent, un genre de bilan. Là, hein? On fait le tour, on fait le bilan, on prend le temps de regarder ce qui se passe. Et, de mémoire, il fait un plan, un bilan de ses activités technologiques en tant que telles. Et il continue en parallèle, parce que le plan de pérennité continue à vivre dans l'organisation et à faire ses redditions de comptes au comité directeur du projet. Et c'est M. Malenfant qui se trouve devenir le leader de ça. Okay? Et il va faire le tour de chacune des vice-présidences pour aller chercher les besoins de chacun. Moi, je peux vous parler de ce que moi, je lui ai dit comme vice-président aux finances. Je peux pas vous dire tout ce que mes collègues lui ont dit. Là, mais moi, à VP Finances, j'ai un système à l'époque. Moi, la technologie tient sur DBS. DBS, c'est Dun and Bradstreet système. Il y a pas beaucoup de personnes dans l'organisation qui connaissent ça, puis qui vont soutenir ça. Dans le plan de pérennité de M. Léveillé, c'est le bloc H. Le bloc H est prévu être mis en place pas mal loin dans le temps. Moi, ce que j'adresse à M. Malenfant, c'est, j'étais un peu inquiet. Le délai dans lequel vous allez venir adresser ma désuétude technologique. C'est loin dans le temps. Il faut voir que moi, mes systèmes, c'est eux qui vont produire les états financiers là, de la SAC, là, okay, qui vont produire tous les documents financiers. C'est comme... Donc, ça devient très important que ça soit assez robuste, là, la fiducie, etc. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai introduit à M. Malenfant mon besoin d'être devancé, si possible. C'est pas un ordre, là, mais c'est le besoin que j'ai exprimé à M. Malenfant à ce moment-là. Il a continué ses démarches. Au fil de l'eau, ils ont fait le fameux Request for Information, le RFI, la demande d'information. Puis vers SAP d'une façon plus importante. Et éventuellement, il arrive au comité de direction avec une proposition qui compare les deux, là, plan de pérennité versus PGI. Ça, c'est plus loin, là. C'est plus loin dans le temps par rapport à son arrivée en tant que tel. On va y arriver. C'est effectivement 2-3 ans plus tard. Mais donc, le bloc H, c'est tout le système comptable dans lequel sont les contrôles internes là, dont on a parlé. Ouais, c'est PGI qui est prévu. Hein, dans le plan de pérennité, là. Le plan de pérennité, c'est maison. Mais le bout bloc H, c'est des PGI que Michel Léveillé a prévu, là. OK. Mais un PGI juste pour le bloc H, qui est l'équivalent de la livraison 1 dans CASA. On peut parler. Pour simplifier tout ça pour tout le monde, on peut dire ça comme ça. Parfait. Mais l'idée d'un PGI qui fait tout, qui rénove tout, ça vient avant l'arrivée de Malenfant, M. Malenfant, ou ça vient avec l'analyse de M. Malenfant? Avec l'analyse plus tard. Puis, M. Malenfant arrive à la SAC parce qu'il y a de l'expérience dans l'implantation de PGI, puis vous êtes intéressé par ça ou qu'est-ce moi, quand M. Malenfant, quand il m'a été présenté, il est arrivé au comité de direction, là. La première fois que je l'ai vu de ma vie, il est rentré au comité de direction, il s'est présenté à tout le monde. Comme je vous dis, il a continué le plan de pérennité un grand bout de temps. Fait que moi, j'ai pas eu vent de ça. Je veux dire, moi, là, M. Malenfant s'en venait continuer le plan de pérennité. Et c'est ça que j'ai vu dans les premières années, là. Jusqu'au moment où il réfléchit et propose C'est comme ça que ça s'est passé, un peu comme je vous le dis là. De votre point, c'est comme ça, vous... Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu au comité de direction de la SAC. Vécu. OK, parfait. Ouais. Donc, il y a... avant le plan que dépose M. Malenfant là, à la fin 2014, OK, parce qu'on va aller le voir,
la SAQ entreprend tout de même des discussions, ou en tout cas reçoit des présentations de SAP, si je ne m'abuse. On pourrait vous montrer la pièce Oui. 35 P152. Préalablement, elle avait eu Voilà, ça va apparaître à l'écran. Ouais. Après, allez-y en attendant. mais préalablement, il y avait eu la recherche d'informations là, sur les éditeurs de mémoire. Ok. Par la suite, dans un des comités de direction, C'est ça. il demande... Si on descend... on peut aller au point 1.3. Voilà, 1.3. Positionnement PGI, portrait de l'avancement des activités. Donc, on est le 21 octobre 2014. On est quand même en train de se poser la question à ce moment-là. Positionnement PGI, là, c'est est-ce qu'on étudie la possibilité de n'utiliser qu'un PGI pour faire toute la transformation numérique projetée? En fait, c'est... Est-ce qu'un PJ peut avoir plus de portée que ce qui est convenu dans le blocage? OK. Mais par contre, quand vous dites tout, je ne suis pas sûr qu'on est rendu là. Vous n'êtes pas rendu là, je comprends. OK. Ça, c'est ce qu'on sait maintenant, mais vous n'êtes peut-être pas rendu là dans votre tête à ce moment-là. C'est un dossier qui progresse en ordre et méthode, tranquillement. OK. Mais si on a un point à l'ordre du jour du comité de direction en octobre 2014 où on relate des discussions concernant, je suis au deuxième paragraphe, la réalisation de l'analyse avec les outils SAP. Si on est rendu à l'analyse, c'est qu'on se pose quand même la question depuis un certain temps au sein de la société. C'est loin dans ma mémoire, là. Mais dans le fond, l'objectif ici, c'est d'aller documenter si on peut élargir au-delà du bloc H. En fait, confirmer le bloc H, ce qui était prévu, là, si on veut simplifier, et de voir si, est-ce que les solutions de l'industrie peuvent nous aider à aller un peu plus loin, plutôt que de reconstruire l'auto nous-mêmes au complet. Tu sais, dans le fond, quand on le regarde du point de vue logique, là, on se dit, pourquoi reconstruire une voiture au complet, alors que peut-être qu'elle existe déjà en grande partie ailleurs? C'est un peu ça le point. Sur le marché. C'est comme ça qu'on l'a compris. OK, parfait. On voit aussi dans ce paragraphe-là que on peut lire, il est souligné que la SAQ est propriétaire de licences SAP et que ces licences ont été obtenues par un processus d'appel d'offres public en 2008. De plus, la SAQ paie chaque année des redevances d'utilisation de ce fournisseur. La SAQ a donc les droits commerciaux lui permettant de discuter avec SAP afin de mieux comprendre ses produits. Je sens dans ce paragraphe une préoccupation de s'assurer qu'on est en train d'avoir des discussions avec le marché qui sont conformes au cadre contractuel. Est-ce que je me trompe? Au cadre contractuel. Au cadre législatif applicable à la gestion contractuelle. Et aux bonnes pratiques aussi. Parce que, en parallèle de ça, il y a un rapport aussi qui circule de la direction de la vérification interne qui surveille nos travaux. Et je ne sais pas si possiblement que vous l'avez là, dans les pièces. Mais c'est les meilleures pratiques. Dans le fond, c'est d'aller voir les meilleures pratiques. Parce que là, on n'est pas en train de se placer sur l'appel d'offres, on est plus en train de vouloir avoir de l'information. Et on est en train de vouloir contrôler ce qu'on veut aussi. T'sais, dans le fond, c'est nous autres qui est en demande. On veut contrôler ce qu'on veut comme information. SAP devient une possibilité, mais en arrière de ça, c'est sûr que la commande, c'est toujours c'est de creuser des solutions, l'ensemble du marché. Donc, c'est d'aller voir, faire aller chercher une carotte, mais de s'assurer après ça qu'on va faire l'analyse complète du marché. Là. Je comprends, mais vous êtes RORC à cette époque-là. Il reste que vous êtes un organisme public, la SAQ.
vous êtes tenu de faire des appels d'offres publics pour assurer l'égalité et l'équité entre les soumissionnaires de faire affaire avec l'État. Est-ce que je comprends qu'il y a une préoccupation de soulever au comité de direction à ce moment-là sur la légitimité, la légalité de discussion avec SAP comme fournisseur de PGI qui pourrait éventuellement être intéressé de participer à l'appel d'offres? Est-ce que je comprends que c'est ça la discussion qui a lieu au comité de direction à ce moment-là? C'est le mot préoccupation. C'est plus de venir placer. Le mot préoccupation, je ne pense pas qu'il y a une préoccupation dans l'organisation. C'est plus de venir placer comment qu'on va le faire. Qu'on va aller chercher de l'information, entre autres avec SAP. Plus comme ça que le paragraphe. OK. Parfait. Puis, qui soulèverait ça? Est-ce que c'est vous en tant que ROC? Est-ce que c'est... À l'époque, 2014, là, on est moins ROC. On est moins... le ROC est installé, mais je dirais que c'est pas comme... l'escalade n'est pas faite de la même façon dans les dossiers. Fait que je crois que l'équipe, la direction générale, la conformité en gestion contractuelle, c'est elle qui va faire les liens là, avec la SAP pour venir installer là, le fait qu'on va aller vers chercher des informations de SAP. Et là, je ne sais pas, je sais pas si je le vois, là. Parce que ce qu'on a compris à ce moment-là, c'est qu'on allait chercher de l'information, OK, additionnelle chez le fournisseur SAP. Éventuellement, il y a un rapport qui va rentrer. Là. On pourra en reparler, Mme Sarrazin. Oui, parfait. Bon, on va y arriver. Parce qu'on est quand même près d'un positionnement, là, rendu en octobre. Oh, je pense qu'on m'avait... Oui. Je pense qu'on est quand même près d'un positionnement quand on est en octobre 2014. Parce que si si je ne m'abuse, le 19 janvier 2015, au comité de direction, là, on est au 21 octobre, on irait au 19 janvier 2015. Ce serait le document. Oui, c'est l'aide-mémoire, c'est le document numéro 2, Madame la greffière adjointe. Là, on est dans 3 mois plus tard. Oui. Bien, ça me semble court. Bien. Pour dire on est en exploration, puis là, on est prêt à prendre une décision. J'essaie juste de voir où on en est dans le positionnement PGI. Donc, si on va au point 7. Moi, je ne sais pas si je suis là. J'ai vu en haut que je suis là de 15h à 16h seulement. Là. OK. De quel document on parle? Là, on parle d'une rencontre. On peut aller à la première page. Là, c'est comme ça, on va pouvoir voir. C'est l'aide-mémoire du comité de direction du 19 janvier 2015 qu'on pourrait produire sous la cote 42 P249, s'il vous plaît, Mme la greffière. Ici, là. Là, de 15h à 16h45. Il faut juste regarder ça. Oui. Mais je suis au courant quand même de ce qui s'est passé. C'est ça. Ouais. Puis avant votre présence, je comprends bien, c'est M. Lantier qui vous remplace. Qui assure l'intérim, oui. C'est ça, c'est quelqu'un qui travaille pour vous, qui est en ligne hiérarchique avec vous, M. Lantier. Direction générale des finances. Parfait. Donc, si on va au point 7, comme je mentionnais, on peut lire « Décision, mandat, positionnement d'un PGI, prochaines étapes ». Donc, M. Carl Malenfant, vice-président aux technologies de l'information, fait un retour sur les discussions tenues au comité de direction du 16 décembre 2014. Donc, au regard de la possibilité d'acquérir un logiciel de gestion intégré qui permettrait notamment de répondre à la portée du plan de pérennité. C'est ça dont vous nous mentionniez. Vous êtes en train de vous demander si tout le plan de pérennité peut être remplacé par un seul et même PGI. À la lumière des informations transmises lors de ce comité, on va y venir, il demande l'avis des membres du comité de direction relativement à cette proposition. Chacun des membres exprime les avantages et inconvénients qu'il entrevoit. De façon unanime, tous sont favorables à une telle acquisition. Cette acquisition sera effectuée en fonction de la stratégie présentée au comité de direction du 16 décembre dernier. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que vous vous rappelez de cette discussion-là en janvier 2015 au comité de direction? Oui.
Là, j'ai le point 7. Moi, je rentre. Pouvez-vous voir si en haut, là, Oui. là, Yves Frenette, il est là au point suivant, mais je veux juste voir si en haut, je suis là. Vous voudrez aller voir au point 6. C'est parce que je ne sais pas si j'ai assisté vraiment à l'échange avec mes collègues, là. C'est un peu ça. Votre nom apparaît pas au point Ouais, je ne suis pas convaincu que j'ai assisté à la rencontre, Point 5. à l'échange. Oui, je comprends. Tu comprends? On ne sait pas c'est à quelle heure l'échange. Mhm. Mais ça vous, Je pense que je suis arrivé après, là. vous arrivez après, mais vous savez que c'est en discussion Ben, au comité de la direction. conclusion, je suis capable de vous confirmer que oui, mais c'est l'échange avec les points, les inconvénients, les pour, les contre, là, je suis moins là. Vous n'êtes pas... OK, parfait. Mais on peut peut-être aller voir la rencontre du comité directeur du 16 décembre 2014. Ça, je pense que vous étiez là. Monsieur le commissaire, si vous voulez bien, on ferait une petite pause ici, gestion documentaire, et juste pour retrouver le document, puis on va poursuivre sur cette lignée-là après la pause. Voulez-vous une petite pause ou la pause du matin? Je prendrai la pause du matin, si vous le Alors, permettez. 20 minutes de pause. Merci. On vient à 11h20 ou... Oui, Merci. prendre mon petit souffle. Il est vous